Le continent africain dispose de nombreuses ressources humaines, naturelles et intellectuelles incroyables, bien qu'il se situe toujours au bas de l'échelle mondiale dans plusieurs domaines. Un contraste, une déception de l'avis de plusieurs observateurs, bien que nombreux sont ceux-là qui ne se découragent pas. Les panafricanistes engagés, ils sont convaincus de la sortie prochaine du sous-développement, de la misère. Pour y arriver, il faut penser, développer et concrétiser avec des hommes bien formés des idées et des projets adaptés. Tel est le rêve de la Pondi Foundation qui organise dans les tout prochains jours dans la ville de Yaoundé au Cameroun la toute première conférence internationale de mathématiques assortie d'une masterclass. En quoi est-ce que les maths peuvent sortir l'Afrique de son sous-développement, de sa situation actuelle? Nous poserons cette question et bien d'autres à notre invité. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Sans Tabou. Professeur Jean-Emmanuel Pondi, bonjour. Bonjour. Merci d'honorer à notre invitation, merci d'échanger avec nous dans ce programme. Vous êtes une fierté pour l'Afrique, une fierté pour le Cameroun et je vous dis pourquoi. Vous avez un background qui impose respect, reconnaissance et surtout considération. Le professeur Jean-Emmanuel Pondi est âgé en 2026 de 67 ans. Il est le créateur de la Pondi Foundation en 2022. Il y a de cela 4 ans maintenant. Et entre 2022 et 2025, il a été le recteur de ICT University, une université africaine consacrée aux technologies de l'information et de la communication. Avant cela, il a roulé sa bosse dans le secteur de l'université, de l'académie, où il fut vice-recteur des universités de Yaoundé 1 et Yaoundé 2, secrétaire général des universités de Yaoundé 1 et Yaoundé 2. Et en 1999, il a eu la confiance du président de la République. Il a nommé directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIC. Le professeur Jean-Emmanuel Pondi est donc enseignant d'université, spécialiste des relations internationales, titulaire d'un baccalauréat, d'un doctorat en sciences politiques obtenu à l'Université d'État de Pennsylvanie, c'est aux États-Unis. Il est également titulaire d'un master en relations internationales obtenu à l'Université de Cambridge, c'est en Angleterre. Il a également obtenu un master en économie politique à la London School of Economy, toujours en Angleterre. Double licencié en sciences économiques et sciences politiques à l'Université d'État de New York, titulaire d'un baccalauréat série B obtenu au lycée d'État mixte Jean Perrin à Lyon en France. Et avant d'aller en France, il a bel et bien fait ses classes primaires et secondaires à Yaoundé et notamment au lycée Général Leclerc entre la 6e et la classe de 3e. Notre invité est marié et père de 3 enfants. Professeur, on a envie de dire waouh, parce que c'est un peu essoufflant pour nous autres de vous présenter brièvement, ça il faut le dire. Alors, pour un panafricaniste engagé, 3 enfants, alors qu'il faut remplir l'Afrique pour obtenir des pensées, des idées des hommes forts, 3 enfants, c'est pas petit? Non, je pense pas. Ça dépend sous quel angle vous voyez. 3 enfants, c'est suffisant parce qu'il faut désormais dépenser davantage pour la formation de ces enfants et s'assurer que la qualité y est plutôt que la quantité. Bah, je pense que j'ai fait mieux parce que mon père, nous, on était 2, mon grand frère et moi. Donc, ça avance, ça augmente. Vous avez ajouté un de plus voilà. Pour dire à papa, j'ai relevé le défi. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Alors, avec tout le background que vous avez, est-ce que vous vous dites aujourd'hui, je suis satisfait de mon parcours, toutes les grandes universités, Cambridge, London School, Pennsylvanie, comment est-ce que vous avez réussi à obtenir ce parcours-là? Bon, disons que l'accès dans ces universités se fait soit sur concours, soit sur une analyse très poussée de votre dossier. Parce qu'effectivement, en général, c'est à peu près 10% des personnes qui demandent qui sont admises. Elles sont quand même triées sur le volet, il faut le reconnaître. Mais pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Pour moi, le plus important, c'est l'impact
que vous pouvez avoir grâce au passage dans ces endroits, les liens que vous pouvez tisser et les enseignements que vous pouvez avoir parce que vous êtes allé dans ces endroits. Et vous vous posez la question de savoir comment une université comme Cambridge, qui a 8 siècles d'existence, créée dans les années 1200, le collège où j'étais, qui s'appelle Pembroke College, a été créé en 1247. Alors comment est-ce que sans interruption, des générations et des générations de penseurs sont passés par là, qu'elles ont laissé à la postérité, ça se voit encore aujourd'hui. Et la question que nous nous posons, c'est que qu'est-ce que nous pouvons dire de nos penseurs d'il y a du XIIIe siècle en Afrique? Ça fait partie des problèmes que nous avons à résoudre d'une manière ou d'une autre. Et je rappelle que c'est une fierté pour le Cameroun d'avoir c'est ou son fils que vous êtes qui a fait ses classes dans ces universités pour compléter de manière brève votre CV. Je rappelle que vous êtes membre à vie de la Cambridge University Union Society et bien sûr de la London School of Economics Society. Lorsqu'on dit membre à vie, ça veut dire que votre nom restera gravé dans les couloirs bibliothèques de ces universités. C'est-à-dire, autant que vous vivez, vous avez accès à toutes leurs facilités. C'est ça que ça veut dire. Vous pouvez aller dans n'importe lesquelles de leurs bibliothèques, des restaurants, vous pouvez accéder aux cours si vous voulez, aller suivre des cours qui sont ouverts. Vous avez vraiment accès à toutes leurs facilités en tant qu'alumni, c'est-à-dire en tant qu'ancien. Merci beaucoup. Et vous faites donc notre fierté, je le disais il y a un instant. Vous êtes le fondateur de l'institution qui porte votre nom, la Pondy Foundation. Pourquoi est-ce que vous avez créé cette fondation? Bon, elle ne porte pas mon nom, elle porte le nom de ma famille. C'est bien différent. Famille Pondy. Oui, c'est bien différent parce que, et notamment les pionniers de cette famille, donc Paul Pondy et Catherine Pondy qui sont mes parents, c'est d'ailleurs leur nom d'abord qu'elle porte. Et il se trouve que nous avons le même nom. Donc j'en profite aussi quelque part. D'accord. Quelles sont les missions de cette fondation? Alors, la raison d'abord d'être de la fondation, c'est un constat qui est celui selon lequel les Africains semblent ne pas avoir impacté le monde, pas parce qu'ils n'ont rien fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais parce que les modalités d'archivage, de recyclage, les modalités de codification de ces connaissances n'ont pas clairement été établies. Et par conséquent, une bonne partie de ce qui a été créé, inventé, innové même, en termes d'innovation, eh bien tout ceci a été oublié parce qu'il n'y a pas un endroit où, de façon systématique, ces connaissances depuis des siècles et des siècles ont été massées, ont été entassées et ont été gardées. À part des endroits comme l'université de Tombouctou, par exemple, on retrouve les manuscrits de Tombouctou, qui pour beaucoup d'ailleurs ont dépéri, justement parce qu'ils n'ont pas été conservés dans des conditions maximales. Alors la question que nous nous posons, c'est combien de temps encore allons-nous continuer à ignorer cet aspect important qui fait partie justement du legs des générations passées. L'Afrique a 400 000 ans d'existence. Et tout est fait comme si nous commençons à vivre en 1884, 1885, c'est-à-dire au moment de la conférence de Berlin, qui va dépecer l'Afrique et qui va maintenant désafricaniser l'Afrique d'une certaine manière. C'est-à-dire y introduire une civilisation qui n'est pas africaine, mais qui est considérée comme la référence pour que nous soyons considérés comme des êtres humains. Voilà un paradoxe que la Fondation estime ne pas être normal. Et donc, vous voulez donc travailler pour la promotion, la transmission intergénérationnelle des savoirs africains. Et bien évidemment, 4 ans après sa création, quels sont les résultats obtenus? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. L'an 1 de la Fondation en termes d'action, c'est janvier 2026. Même si la reconnaissance de la Fondation... Janvier 2022. Non. Je dis en termes d'action. En termes d'action. C'est 2026. D'accord. Même si la reconnaissance technique et administrative de la Fondation date de 2022. Donc, pendant cet entre-temps-là, on n'a pas posé d'acte. Parce que j'étais pris dans d'autres responsabilités et d'autres engagements qui ne m'ont pas permis de me consacrer à la Fondation. Voilà pour ça qu'il y a un hiatus, en fait. Et donc, on vous attend
au pied de l'échelle, pour ne pas dire de la pyramide. Dites-nous, est-ce que entre janvier 2026, nous sommes au mois de mai, 5 mois plus tard, est-ce que vous avez entrepris des actions particulières qui jusqu'ici ont porté des fruits? Oui, nous avons lancé déjà dans une conférence introductive pour présenter la fondation à surtout un auditoire jeune, majoritairement jeune. Je dirais 80% dans la salle, c'est un auditoire jeune, parce que nous avons à cœur de parler à la jeunesse, de ne pas la décourager sur l'Afrique, de plutôt lui donner une capacité d'être galvanisé et savoir que le continent du futur, ça ne peut être autre que l'Afrique pour des raisons qui sont évidentes en termes d'abord humains, de ressources humaines, en termes de ressources matérielles, en termes de ressources psychologiques et morales. Alors, votre cible, c'est donc d'abord cette jeunesse-là. Oui. Est-ce qu'elle est prédisposée mais en partenariat. C'est-à-dire que ce n'est pas une jeunesse qui est exclue du reste de la société. Notre idée, c'est que si la société africaine a perduré jusqu'à présent, c'est parce qu'il y a eu une symbiose entre le vieux et le jeune, entre aujourd'hui et demain, etc. Et donc, c'est cette philosophie africaine qui constitue, quand vous prenez dans nos villages, dans nos sociétés rurales, il n'y a aucune maison, aucune case où vous avez que des jeunes ou que des vieux. En fait, c'est l'intergénérationnalité qui fait la force de nos sociétés. Et vous avez sous un même toit, en général, 3 générations. Et c'est comme ça que se transmet la connaissance et que se transmettent les savoirs de génération en génération. Et c'est ça qui est en train d'être brisé aujourd'hui. Vous avez des jeunes, vous leur demandez d'où ils viennent, ils ne peuvent pas vous dire. Vous leur demandez s'ils peuvent parler une partie de leur langue patrimoniale, ils n'en savent trop rien. Et ils vous répètent, ils se présentent à vous comme étant des citoyens du monde. Je n'ai rien contre la citoyenneté mondiale, mais elle doit être avec un contenu, avec une valeur intrinsèque et une singularité que vous apportez justement au monde. Peut-on être véritablement citoyen du monde si on ne sait pas d'où on vient? Ça me semble contradictoire comme position. Merci beaucoup. S'appuyer sur les connaissances endogènes pour construire un avenir solide, tel est le slogan de la Pondy Foundation. Et vous venez de le dire, c'est seulement depuis janvier 2026 que vous êtes véritablement entré en action et vous organisez le 7 mai prochain dans la ville de Yaoundé une conférence internationale et une masterclass sur le rôle des mathématiques dans la transformation de l'Afrique. Question banale, professeur. En quoi est-ce que les mathématiques peuvent transformer l'Afrique actuelle avec son lot de misère? Nous avons longuement cherché. La Fondation ne travaille pas seule. Comme je l'ai dit, c'est un écosystème que nous sommes en train de vouloir mettre sur pied. Il y a des fondations et des think tanks africains puissants, solides, qui réfléchissent sur pourquoi est-ce que, en dépit de toutes les richesses dont regorge l'Afrique, nous nous retrouvons toujours au bas de l'échelle et non pas au-dessus de l'échelle. Et cette question mérite qu'on puisse y réfléchir avec sérieux. Et nous avons pensé, à la Fondation, que l'un des leviers, c'est la maîtrise de la connaissance scientifique, à la fois fondamentale, c'est-à-dire pure, et appliquée. Et si vous ne maîtrisez pas cela, c'est les connaissances des autres qui vont vous guider et qui vont finalement vous commander. Nous ne sommes pas pour un monde d'opposition entre les cultures ou bien de conflit entre les civilisations. Nous sommes contre cela. Mais nous sommes pour la capacité qu'a l'Afrique de réaliser son potentiel et d'avoir sa place raisonnable dans le monde, non pas comme spectatrice, mais comme actrice de la marche du monde. Et comment le faire? C'est regarder qu'est-ce qui peut être sélectionné dans les connaissances et qui peuvent aider à faire avancer nos sociétés, c'est-à-dire à donner une vie meilleure aux habitants de l'Afrique. Eh bien, les mathématiques sont une science qui découle de l'Afrique, puisque l'Afrique est à la base de l'humanité au départ. Donc, ce n'est pas du tout du nombrilisme que de le dire, c'est la vérité. Et ces sciences se déclinent dans plusieurs domaines. Que vous preniez l'architecture, il y a les mathématiques dedans. Que vous preniez la médecine, il y a les mathématiques dedans. Que vous preniez l'industrie, c'est-à-dire la construction des véhicules, des avions,
etc. sont à base des calculs mathématiques. Que vous preniez, bref, la nouvelle technologie, c'est des algorithmes, donc les mathématiques. Bien sûr. Et même la philosophie, elle est un raisonnement mathématique en réalité. Donc, si nous cernons ce domaine et que nous demandons à nos jeunes de ne pas en avoir peur, de ne pas avoir une phobie des mathématiques, comme on l'observe malheureusement dans la classe des jeunes, eh bien, nous allons commencer à conscientiser les jeunes vers la détention des leviers qui peuvent aider à transformer réellement l'Afrique. C'est pour ça que nous pensons que c'est important d'aller et de leur montrer par les maîtres de ce domaine, que nous ne sommes pas nous, mais nous avons justement voulu que les maîtres de ce domaine viennent leur parler et à partir de leur voix, à partir de leurs exemples, à partir de leurs suggestions, que ça puisse créer un électrochoc dans la jeunesse africaine pour comprendre que voici les leviers qu'il nous faut manœuvrer, manipuler pour accéder à une transformation réelle de l'Afrique et non pas seulement dans les discours. Professeur Jean-Emmanuel Pondy, vous avez parlé de moins de 200 participants. Tout le monde a bien envie de participer. Sur quelle base est-ce que vous sélectionnez ceux qui prendront part à cette conférence? Non, il n'y a pas moins de 200. C'est ouvert. C'est ouvert. La grande salle pour la grande conférence du 7 mai à 16h, qui est donc un jeudi, eh bien, elle a 900 personnes. C'est 900 places. D'accord. Bon, évidemment, on peut pas contenir des milliers de gens. Donc, nous avons la possibilité de la suivre en ligne également, dans les mêmes conditions de confort. Et donc, si vous pouvez pas être en ligne, en présentiel, vous pouvez être en ligne. Et c'est les mêmes connaissances que vous allez avoir, avec possibilité de poser des questions également à nos deux grands conférenciers. Justement, vous parlez des conférenciers. Qui sont-ils? Un mot sur leur profil? Oui, je serai bref. Le premier, en termes donc, je dirais de hiérarchie sociale de l'aîné, c'est le professeur Faustin Archange Touadéra, qui est professeur de mathématiques, double docteur en mathématiques d'ailleurs. Membre de l'Académie africaine de mathématiques. En même temps, qui se trouve être le président d'une république, la République centrafricaine. Il nous a fait l'honneur d'accepter d'être conférencier. Et puis, le deuxième, qui est le premier mathématicien en vie aujourd'hui à l'échelle mondiale, s'appelle le professeur Abdon Atangana. Et il a été mis à ce niveau-là par ses pairs, c'est-à-dire la Société des mathématiciens du monde. Ce n'est pas lui-même qui s'est autoproclamé. Alors, professeur, petite parenthèse, vous nous dites que le premier mathématicien, c'est vrai que nous autres, on a cette information, mais ceux qui nous regardent ont besoin de le savoir. Tenez, vous dites que le plus grand mathématicien en ce moment dans le monde, c'est un Camerounais? C'est un Camerounais et j'ai donné son nom. Professeur Abdon Atangana. Il évolue du côté de l'Afrique du Sud, Free State University, c'est là-bas qu'il est. Waouh! Vous comprenez donc que cette conférence s'annonce grandiose avec deux profils particuliers. Un mathématicien qui est président de la République en exercice en République centrafricaine et le second qui est le numéro 1 mondial de mathématiques. Yaoundé sera donc fier de les accueillir. Si vous allez au classement de Stanford, qui est le meilleur classement, c'est lui qui tient aujourd'hui. L'année dernière, il y a 2 ans, il était deuxième. Aujourd'hui, il est passé premier. Il est passé premier. Alors, professeur, on a donc ces belles matières grises qui vont nous tenir en haleine à Yaoundé le 7 mai prochain. Il y a un modérateur, c'est important. Le modérateur sera le professeur Charles Awono. Un autre. Oui. Onana qui est donc ancien directeur de l'École nationale supérieure polytechnique pendant très très longtemps. Oui. Donc la plupart des ingénieurs camerounais le connaissent. Merci beaucoup. Quels sont les résultats attendus à l'issue d'une telle conférence? Les résultats attendus, pour la plupart, ce sera d'abord une prise de conscience qu'il existe des métiers qui sont des métiers porteurs parce qu'il y a une forte demande. Par exemple, l'Afrique produit aujourd'hui par an, à tout casser, entre 55 000 et 100 000 ingénieurs pour les 54 pays. Et la plupart sont concentrés soit vers l'Afrique du Nord, soit vers l'Afrique australe. Donc l'Afrique médiane, c'est-à-dire équatoriale, en produit beaucoup moins. Or, la demande d'ingénieurs est de 4 500 000 par an. Pour que nous soyons à la mesure, par exemple, de la Chine, qui chaque année
produit forme entre 1,5 million et 2 millions d'ingénieurs, je dis bien par an. L'Inde, c'est entre 800 000 et 1,5 million. Vous comprenez donc qu'il y a un très grand gap. Et nous ne pouvons pas rêver d'atteindre les sommets de la technologie avec le rythme de formation d'ingénieurs que nous avons. C'est donc l'une des raisons qui amène la Pandi Foundation à se dire qu'il faudrait un électrochoc chez les jeunes qui se plaignent de ne pas avoir d'emploi, qui se plaignent de ne pas trouver quoi faire, etc. Alors qu'il y a des domaines où leur expertise est non seulement attendue, mais elle est valorisée également. Alors, je rappelle que les chiffres sont assez importants, puisque... Ils viennent de l'UNESCO, voilà. Et surtout, l'échelle de comparaison tient, vous avez entre 55 et 60 000 ingénieurs formés en Afrique, 1 million, 2 millions en Chine, 800 000, 1 million en Inde. Et je rappelle que lorsqu'on regarde en matière de démographie, ces pays sont équivalents en matière de nombre d'habitants. Vous comprenez que l'Afrique est suffisamment en arrière sur ce plan-là. Professeur, comment on crée, nous ne voulons pas entrer dans le contenu de cette conférence, comment on crée justement cet électrochoc? On comprend tout de suite qu'il faut davantage former, mais au-delà de la formation, est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique dispose de tous les leviers et tous les mécanismes nécessaires pour accélérer ces formations? Je répondrai en théorie, oui. Mais le problème, c'est qu'il faut partir de la théorie à la pratique. Et à l'action. Et comment donc créer cet électrochoc? Je reviens toujours sur ce terme. Il y a eu, par exemple, à Addis Abeba, une conférence en novembre 2024 sur précisément comment accélérer la formation des ingénieurs en Afrique. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui préoccupe les gens. Mais la question aujourd'hui, c'est comment mobiliser cette jeunesse-là. Comment lui faire comprendre que on doit arrêter les lamentations et on doit nous-mêmes s'auto-infliger une sorte de rigueur qui fait que nous puissions non seulement confronter les obstacles, mais les surmonter. Et ça demande donc une autogestion de sa propre carrière et de ses ambitions. Et c'est ça qu'il s'agit d'injecter dans la jeunesse africaine. Et sortir du misérabilisme ambiant, où l'Afrique n'a jamais rien fait, l'Afrique ne peut rien faire, l'Afrique doit aller au Canada pour s'en sortir, etc. Nous ne croyons nullement à cela. Et nous pensons qu'il ne revient pas à d'autres de nous occuper de nous mieux que nous-mêmes. Et nous devons prendre la gestion et la maîtrise de notre propre futur. Et c'est en cela que nous avons le continent le plus jeune au monde. Et nous avons la ressource humaine donc la plus active potentiellement au monde. Comment expliquer que nous n'en soyons pas responsables, enfin, nous n'en soyons pas conscients et que nous ne puissions pas donc créer cet écosystème? Et vous ne l'avez peut-être pas précisé, le peu d'ingénieurs qui sont formés en Afrique sont au service de d'autres continents, pour les plus brillants, pour la majorité. Et pour revenir au Cameroun, beaucoup cherchent la route du Canada, du Luxembourg et bien d'autres pays pour pouvoir s'en sortir. Professeur Jean-Emmanuel Pandi, tenons un discours plus accessible à cette jeunesse-là qui aujourd'hui a du mal à se nourrir. On dit souvent ventre affamé n'a point d'oreille. Et donc, lorsque un jeune de 35 ans s'est réveillé le matin, il ne se pose qu'une question: qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Qu'est-ce que ma famille va consommer? Est-ce qu'on peut passer au cap suivant, qui est votre idéologie, la transmission des connaissances, des savoirs, si on a faim? On a faim, c'est vrai, d'abord parce qu'on ne se connaît pas. On a faim parce que nous sommes extérieurs à nous-mêmes. Comment voulez-vous expliquer que aujourd'hui notre gastronomie ou bien ce que nous mangeons n'a rien à voir avec notre environnement? Le pain que nous consommons est fait du blé. Ce blé vient d'Europe. Mais en aucune situation normale peut-on expliquer ou comprendre cela. Nous avons du blé, nous avons des farines de manioc, des farines de patates, des farines de tout ça. C'est avec cela que nous devrions manger notre pain. Alors pourquoi attendre que ce blé vienne de 3000 km, 6000 km? Ça n'a pas de sens.
De même, nous consommons aujourd'hui d'énormes quantités de riz. Ce n'est pas la gastronomie africaine, cela. Pas du tout. Mais c'est ce qu'aujourd'hui, nous avons comme nourriture. Bon, mais ce riz, nous avons des bassins de production du riz. Au Cameroun, nous étions autosuffisants, jadis. À Yagua, vers Ndop, dans le nord-ouest, etc. Nous avions tout ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de consommer du riz importé. Tout cela n'est pas normal. Et nous ne devons pas considérer que c'est normal, alors que nous avons la capacité de faire autrement. Donc c'est ce sursaut sur nous-mêmes. Nous devons d'abord questionner nous-mêmes, je pense, et voir quelle modalité nous pouvons trouver pour justement mettre fin à ces anomalies. Et l'idée, c'est par quel truchement, par quels outils. Et l'outil, c'est la science, c'est la connaissance. Nous revenons aux mathématiques. Il y a des mathématiques de l'atmosphère. Et qui sont donc liées à quoi? À l'agriculture, qui sont liées donc aux saisons. Voilà. Ce n'est plus avec la houe que vous allez faire l'agriculture d'aujourd'hui. C'est une agro-industrie. Et les plus prospères aujourd'hui sont dans l'agriculture et dans la culture elle-même. Voilà. Comment on transforme ces mathématiques en économie durable et surtout en économie de développement? On en parle dans un instant avec le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Mesdames et messieurs, chers clients, bienvenue à l'hôtel Le Quai d'Orsay plus Sarles. Vous venez d'horizons divers et vous avez besoin d'un cadre calme, sécurisé et classe. L'hôtel Le Quai d'Orsay met à votre disposition un cadre idéal et sain pour tous vos problèmes de détente et de discrétion. Avec sa diversité de services, l'hôtel Le Quai d'Orsay vous offre une quarantaine de chambres variées, 6 appartements, 7 suites, une salle de sport, une piscine, une salle de fête d'une capacité de 300 places, une salle de conférence, un restaurant, 2 parkings pour vos véhicules, des caméras de surveillance pour votre sécurité et une buanderie. Sans oublier des navettes de service, le tout bien équipé et standardisé. Pour vous servir, l'hôtel Le Quai d'Orsay est doté d'une équipe de professionnels avenante, accueillante et parfaitement bilingue. Pour mieux répondre à vos attentes, l'hôtel Le Quai d'Orsay a rehaussé le standing. À l'hôtel Le Quai d'Orsay, venez, admirez et vivez. Hôtel Le Quai d'Orsay plus Sarles, mieux que ce que vous imaginez. Better than you imagine. Retour sur le plateau de Sans Tabou, et si vous nous rejoignez seulement à l'instant, notre invité c'est le professeur Jean-Emmanuel Pondy, qui est un intellectuel camerounais spécialiste des relations internationales et surtout de l'économie politique. Avec lui, nous parlons du développement de l'Afrique, comment transformer, comment passer donc faire une passation intergénérationnelle pour le développement de l'Afrique à travers cette conférence internationale organisée dans quelques jours ici à Yaoundé, conférence internationale des mathématiques accompagnée de masterclass. Professeur Pondy, vous évoquez il y a un instant les potentialités de l'Afrique, les potentialités du Cameroun avec la production rizicole et bien d'autres encore. Mais on se pose la question, professeur, est-ce que c'est à chaque jeune aujourd'hui de se lever et de dire je me lance dans l'agriculture? Il faut un écosystème socio-économique et même gouvernemental favorable à l'expansion et à l'expression des talents, des savoir-faire. Oui, je pense que tout part de l'organisation de la société. Notre société est-elle donc bien organisée et disposée, favorable à cette expansion? Nous ne pouvons pas nous organiser selon la philosophie des autres. Il y aura un hiatus, et c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter. Le monde a des points communs. Les êtres humains ont des points qui sont similaires, parce que nous sommes des êtres humains, c'est vrai. Et il s'agit de reconnaître cette humanité transversale et à travers le monde. Mais l'Asiatique n'est pas l'Africain, l'Européen n'est pas l'Asiatique. Et je crois que l'Asiatique n'est pas américain non plus. Donc il faut tenir compte de la trace et de la marque de la culture et de l'histoire. Et quand on essaie de nier cela, on arrive à des paradoxes dans lesquels beaucoup d'Africains se retrouvent aujourd'hui.
Est-ce que notre société est organisée selon les canons de notre culture africaine, selon le vouloir ou les philosophies de notre manière de vivre qui nous a tenus pendant 400 000 ans? La réponse est non. Alors, pourquoi devons-nous appeler comme progrès tout ce qui vient de l'étranger et comme arriération tout ce que nous avons maturé depuis 400 000 siècles, 400 000 ans, je veux dire. Ce n'est pas normal. Donc, si vous allez en Chine aujourd'hui, vous allez voir que la base de la société chinoise est organisée autour de la culture chinoise. Et c'est tout à fait normal. Tout ce que nous disons, nous ne sommes pas contre les apports internationaux. Je suis un internationaliste de profession. Nous ne sommes pas contre le fait qu'on puisse féconder l'Afrique avec des apports qui la rendent meilleure. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est de dire qu'il faut laisser de côté qui nous sommes, l'essence de qui nous sommes, pour substituer à cela autre chose et espérer que la greffe puisse nous rendre meilleurs. Ce n'est pas possible et ça ne va pas arriver. Et si depuis les indépendances qu'on nous a proclamées pendant les années 60 et aujourd'hui, ça fait quand même 66 ans, nous ne sommes pas passés des sociétés médiums à des sociétés meilleures. Nous constatons plutôt qu'il y a beaucoup de freins et beaucoup de problèmes. Donc il est temps pour nous de dire, regardons au cœur de nous-mêmes. Qu'est-ce que nous pouvons produire qui soit cohérent avec nos aspirations? Il ne s'agit pas, une fois de plus, de dire que les autres ne doivent pas travailler avec nous. C'est pas ça. Mais nous devons choisir ce qui, ailleurs, renforce nos potentialités africaines. Là, on est d'accord. C'est le genre de coopération que nous voulons et que nous appelons de tous nos vœux. Mais pas la coopération qui vient annihiler l'Afrique, qui vient désafricaniser l'Afrique et qui nous rend des zombies que personne ne peut reconnaître parce qu'ils ne sont identifiables à aucune culture humaine. Et c'est ça qu'il faut éviter. La Pondy Foundation, au-delà de ce discours qui semble un peu quand même philosophique ou abstrait pour un certain nombre de jeunes, qu'est-ce que vous faites au quotidien ou alors qu'est-ce que vous avez comme projet pour davantage transmettre, faire, rendre plus accessible ce discours? D'abord, l'exemplarité. Comment? Ceux qui vont arriver et vont prendre part à ces conférences auront devant eux et devant elles des exemples de personnes qui ont réussi dans le monde d'aujourd'hui, avec les obstacles d'aujourd'hui, avec les difficultés d'aujourd'hui, qui sont arrivés sur le toit de ce monde-là. Donc c'est pour dire que c'est faisable et c'est possible. En voici des exemples concrets et visibles. C'est ça qu'il faut comprendre. Et qu'on arrête de nous dire, oui, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas réussir cela. Vous avez devant vous des gens que le monde entier a plébiscités comme étant les meilleurs au monde. Donc, s'ils peuvent le faire, leur envie est de répliquer cela en vous qui êtes devant eux. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête. Vous avez dit que mon discours est philosophique. Je dis non. La pensée se base, une action profonde se base d'abord sur une pensée profonde. Et nous avons tort, en tant qu'Africains, de croire que la réflexion est une perte de temps. Je dis non. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à répéter les mêmes erreurs, parce que nous n'avons pas de profondeur historique dans ce que nous faisons, ou des capacités de projeter ce que nous faisons dans 100 ans. Où sera la ville de Yaoundé dans 100 ans? Où sera le Cameroun dans 200 ans? Ce sont des réflexions qu'il faut entamer maintenant. Sinon, nous avançons comme des aveugles qui ne savent pas où ils vont. Donc, je pense que, avec tout le respect que j'ai bien sûr pour cette condition, mais je veux dire que, en termes de symbolique, nous devons nécessairement penser notre présent, penser et tirer des leçons de notre passé et nous projeter davantage dans l'avenir. C'est ce que font par exemple les Asiatiques, c'est ce que font les Américains, c'est ce que font les Européens. Nous avons le devoir de nous mettre dans cette logique. Et si vous mettez de côté la pensée, sous prétexte qu'elle est philosophique, sous prétexte que nous n'irons jamais nulle part, parce que notre action sera limitée et sans impact. Limitée et sans impact, l'Afrique qui constitue aujourd'hui 18% de l'humanité ne produit que 1,3% des connaissances scientifiques au niveau mondial. Il s'impose donc cette nécessité de produire des connaissances et bien sûr, vous évoquez dans l'une de vos missions le commerce intra-africain qui quand même est moins de 15% du volume mondial.
comment l'Afrique devient souveraine par son commerce, puisque vous évoquiez tout à l'heure, nous portons, nous consommons ce qui vient d'ailleurs. Bon, le fait que le commerce africain soit autour de 15% aujourd'hui, malheureusement, s'explique très bien. Parce que l'économie africaine n'a jamais été conçue pour la consommation des consommateurs africains. Jamais. C'est-à-dire que pendant des centaines d'années, c'est une économie dont le but était de fournir des matières premières à exporter. Et c'est pour ça qu'en 1960, vous n'avez aucune capitale qui est reliée avec une autre en Afrique, en dehors de l'Afrique de l'Est, où Nairobi était relié à Dar es Salaam, qui était relié à Kampala, parce qu'ils fondaient la East African Community. C'est tout. Sinon, la plupart étaient reliés plutôt vers les ports et vers les aéroports. Et c'est donc pas étonnant que pourquoi devrais-je acheter le cacao du Ghana, alors que le Ghana est le premier producteur de cacao avec la Côte d'Ivoire. Nous étions cinquième, on a toujours été cinquième producteur. Bon, alors pourquoi y aurait-il un commerce entre nous, puisqu'on produit les mêmes choses? Même chose pour tout ce qui concerne le coton, tout ce qui concerne, je sais pas moi, tout ce que nous produisons, l'uranium, le fer, et tout cela. Donc, ce qui justifie en fait le commerce, c'est la différenciation de l'offre et la complémentarité de cette offre. C'est ce que vous constatez dans tous les autres continents. Mais nous n'avons pas eu cette configuration. Et c'est pour ça qu'il faut changer, comme l'avait dit Samir Amin, qui est un économiste égyptien. Il avait dit qu'il faut donc maintenant rechanger et reconfigurer l'économie africaine pour que les régions qui produisent le mieux des produits définis puissent s'atteler à cela. Et comme ça, les échanges interrégionaux auront lieu. Il faut mobiliser les connaissances africaines, renforcer les capacités de réponse. Et pour cela, il faut au-delà des idées, des moyens, professeur. Et je suis tout de suite tenté de poser la question de savoir comment est-ce que vous financez vos activités? Bon, nous les finançons en comptant sur justement la participation de ceux et celles qui vont venir à ce que nous sommes en train de préparer. C'est-à-dire que, comme c'est une fondation, je dois dire ici que 25% au moins de tout ce qui sera généré sera réintroduit vers les œuvres charitables et humanitaires. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, en venant regarder les sommités mondiales qui nous ont fait l'honneur d'être au rendez-vous la semaine prochaine, eh bien, vous participez aussi à résoudre un certain nombre de problèmes qu'une population vraiment, je dirais, très dans le besoin, quoi, pourra avoir comme secours. Donc, je pense que ça aussi, c'est une chose. Mais il faut d'abord compter sur soi-même. Vous savez, aujourd'hui, la plus grande source de bien-être, c'est quoi? C'est l'agriculture. C'est l'agriculture. Or, la plupart des jeunes pensent que l'agriculture, c'est arriéré. Ça ne fait pas bien, c'est pas à la mode. Non. Je prenais un pays comme les États-Unis. Sa puissance, elle est quoi? Elle est d'abord agro-industrielle. La Chine, aujourd'hui, c'est ça. Il y a 40 ans, la Chine n'avait pas suffisamment de quoi manger. Mais aujourd'hui, ils exportent leur nourriture. Mais l'endroit où, avec un seul bassin, vous prenez le bassin du Congo seulement, ça peut nourrir l'ensemble du continent africain. Le bassin du Limpopo, qui se trouve en Afrique australe, il peut nourrir toute l'Afrique. Le bassin du Congo, le bassin du Sénégal, du fleuve Sénégal. Donc, vous avez comme ça 5 ou 6 bassins qui peuvent nourrir et contribuer à l'exportation de nos nourritures à nous. Bon, pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que nous ne sommes pas bien organisés et surtout parce que nous ne croyons pas beaucoup en l'Afrique nous-mêmes. Et c'est ce fléau qu'il faut combattre, c'est-à-dire l'anti-africanisme par les Africains, qui a été donc déposé dans nos consciences, mais plus grave encore, dans nos subconscients. C'est ça qu'il faut combattre. Il faut combattre cela et la Pondy Foundation y travaille. Professeur Pondy, dernière question. Quels sont vos rêves pour l'Afrique? Quels sont vos rêves pour le Cameroun au-delà de cette conférence, puisqu'elle passera et vos activités vont se poursuivre? Notre idée, justement, c'est de poser des actes qui éveillent les consciences. Parce qu'il n'y a pas de condamnation de l'Afrique à une pauvreté ou à une misère perpétuelle. Il n'y en a pas. Nous sommes les acteurs
de notre propre soit déchéance, soit succès et victoire. Nous sommes les seuls. Il faut qu'on arrête de rendre les autres responsables. Il n'y a pas d'exemple dans le monde de civilisations qui sont venues aider les autres pour leurs beaux yeux. Je n'ai rien contre les civilisations non africaines. Je pense que nous sommes des frères et sœurs. Mais nous ne devons pas être floués et être toujours le dindon de la farce. Ceux qui reçoivent toujours le mauvais côté du don. L'aide internationale, tout ça, je pense que c'est vraiment des choses sur lesquelles nous devons de moins en moins compter. D'abord sur nous-mêmes. C'est ça. Et donc, nous souhaitons que les Africains, les Camerounais, comprennent que il n'existe aucun exemple au monde de gens qui se sont développés en croyant aux croyances des autres, à la philosophie des autres, à la technologie des autres. Non, ça n'existe pas. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut réveiller en chacun d'entre nous. Et vous pensez que les gouvernements, les décideurs africains, camerounais sont disposés à écouter vos apports, votre discours et à concrétiser cela par des projets réels sur le terrain? Je pense que s'ils sont au service du peuple, c'est une nécessité. Ce n'est pas un choix. Je pense que ce n'est pas un choix. La philosophie africaine parle de quoi? De solidarité, d'empathie, de la capacité de se mettre à la place de l'autre. Je pense que si vous êtes un gouvernant, et un gouvernant dans le contexte africain, c'est absolument nécessaire de revenir à ces fondamentaux, sans lesquels la société africaine va devenir une société déliquescente. Merci, professeur Emmanuel Pondi, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, j'invite les uns et les autres à aller sur ma page Facebook, parce que là, dedans, ils vont trouver beaucoup de propos, de conférences et beaucoup d'interactions. Et également sur la page Facebook de la Fondation, sur tout ce qui concerne ce qui est à venir. Et vous nous dites que désormais, vous avez quitté le monde universitaire avec vos responsabilités pour vous consacrer aux activités de la Fondation. Disons que désormais, j'ai pris ma retraite officielle et je peux désormais... Vous êtes encore jeune, vous n'avez que 67 ans. Non, justement, je crois qu'il faut que les gens soient quand même clairs et nets. À 67 ans, je pense qu'il est temps pour nous que ceux que nous avons formés puissent prendre le relais et puissent travailler avec plus de vigueur, de détermination pour s'en sortir. L'Afrique a besoin des ressources des plus vieux qui conseillent, qui montrent la bonne voie aux plus jeunes, dans ce qui repose l'avenir de l'Afrique, l'avenir du monde, pourquoi pas. Et nous travaillons pour apporter d'une manière ou d'une autre notre contribution pour la construction de l'Afrique du Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'était le professeur Jean-Emmanuel Pondi. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve très vite pour une autre édition de Sans Tabou avec un autre invité tout aussi chaleureux. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic.